Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue donc à ce webinaire consacré à l'offre de montage en projets européens des prestataires qualifiés par Systematic. Comme vous le savez peut-être, Systematic a mis en place depuis plusieurs années un club dit des prestataires dans différents domaines, dont celui du montage des projets financés par l'Union européenne. Et vous pourrez trouver ce catalogue des prestataires sur le site internet de Systematic. Alors, nous vous proposons effectivement dans ce webinaire de découvrir en fait l'offre dédiée aux membres de Systematic de 3 cabinets. Donc, vous voyez les noms qui s'affichent sur la planche. Apsiski, ABGI, Dinergy et Zabala Innovation France, en l'occurrence. Donc on a, et je remercie donc les représentants de ces 3 cabinets de bien voulu prendre la parole et de se prêter au jeu de ce webinaire. Je vous rappelle également quelques règles relatives à ce webinaire et à l'heure que nous allons passer ensemble. D'abord, vous avez la possibilité, il y a un chat où vous pouvez échanger entre vous. Alors, le chat, c'est plutôt pour les questions du type « je n'entends pas bien » ou voilà, plus des questions d'ordre technique. Et si vous avez des questions, et vous pouvez le faire pendant toute la durée du webinaire, et en particulier, je vous invite à le faire au moment de chaque intervention, des 3 interventions. On laissera du temps à chaque fois pour des questions-réponses. Merci d'utiliser de préférence le fil questions, donc l'onglet questions, vous trouverez en bas à droite de votre navigateur. Et on a également mis en place un sondage, un mini-sondage qu'Emmanuel, qui suit avec moi le webinaire et qui a organisé avec moi le webinaire, démarrera au moment des différentes interventions. Et puis pour finir, je me présente. Donc moi, je suis donc Thierry Louvet, directeur Europe et International au pôle Systematic. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je cède la parole tout de suite aux 2 représentants d'Apsiski ABGI, Laetitia Verseille et Olivier de Bardonnèche, que j'invite à monter sur scène. Voilà, je vois Laetitia. Bonjour Laetitia, et je vois Olivier. Et voilà, je vous cède sans plus attendre la parole pour votre présentation. Merci Thierry pour cette invitation. Donc, on va vous présenter l'accompagnement Apsiski ABGI. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Laetitia Verseille. Je travaille depuis 9 ans maintenant chez Apsiski et j'accompagne les porteurs de projets à l'identification des différents dispositifs de financement. Et je suis responsable du partenariat avec Systematic depuis plusieurs années, d'où la présence aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui me connaissent déjà ou qui connaissent déjà Apsiski, voilà, vous allez voir qu'il y a eu un rapprochement Apsiski-ABGI. Et donc, ça inaugure l'entrée d'ABGI dans le club de Systematic. Alors, donc, justement, je vous disais qu'il y a eu un rapprochement entre ces 2 cabinets, ce qui fait que nous sommes maintenant un acteur majeur du financement de l'innovation et surtout, on a développé notre présence à l'international. Donc, ça fait depuis maintenant plus de 20 ans qu'on fait du montage de projets à l'Europe. Mais on a aussi développé notre présence dans d'autres pays et donc on peut également travailler sur le financement de l'innovation à l'Europe, mais dans d'autres pays hors Europe, comme vous pouvez voir sur la carte. On est présent maintenant dans 8 pays et on couvre 7 bureaux en France. Donc, ce rapprochement a permis, certes, une meilleure position au niveau de l'international, mais aussi de servir mieux nos clients sur toute la chaîne de valeur de l'innovation, donc à la fois de la stratégie, du montage, du management de projet et de la fiscalité de l'innovation. Donc, comme je vous le disais, donc on devient un partenaire international qui pèse maintenant dans le game, on va dire. Donc, on représente 500 collaborateurs au niveau mondial et dont 240 en France. Donc, je vous l'ai dit, 8 pays couverts, certains en Europe et d'autres hors Europe. Et cette agence en France avec un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros.
Donc le sujet aujourd'hui, c'est le montage des dossiers pour l'Europe, qui est une très grosse expertise au sein de l'APSISKI à BGI. Néanmoins, on ne fait pas que ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va travailler aussi sur la stratégie et le management global de l'innovation. Donc, tout ce qui va être lié à la stratégie de financement, à la stratégie d'accès au marché via des études marketing, la stratégie de levée de fonds, la stratégie de décarbonation de l'industrie. Dans le financement de l'innovation, on travaille sur la fiscalité de l'innovation, donc tout ce qui est lié au crédit d'impôt, agrément, statut JEI. Et bien sûr, dans l'expertise aide et subventions, on s'occupe du montage des dossiers et du management des dossiers financiers. On travaille à la fois au niveau régional, national et Europe. Et d'ailleurs, la moitié, on fait à peu près 150 montages de dossiers d'aide directe par an, et la moitié sont des Européens, avec des taux de succès entre 50 et 60% sur les projets européens. Donc, Olivier, qui est responsable de cette équipe et de cette expertise, vous en dira un peu plus. Et puis, on a une autre expertise qui correspond à de la délégation de recrutement, c'est-à-dire qu'on peut positionner des ressources chez vous, soit sur de la R&D, voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, comme on est un acteur reconnu dans le domaine du montage, depuis plus de 20 ans maintenant, on a établi des accords de partenariat avec différentes structures de recherche publique. Donc, on a un accord cadre avec le CEA pour le montage de projets européens depuis plus de 12 ans maintenant. Et on en a établi d'autres avec des universités, avec l'Institut Mines Télécom, avec HEC par exemple. Et pareil, on a également des partenariats reconnus, des partenariats avec des entreprises privées pour lesquelles on fait des montages. Et donc, vous voyez, là, j'ai mis différents logos classés par thématique. Voilà, on travaille à la fois sur la santé, l'énergie, le transport, l'automobile, l'électronique, c'est assez large. Et parmi nos clients, vous verrez voilà, des grands comptes qu'on accompagne sur le montage de projets européens. Du coup, je passe la main à Olivier. Merci Laetitia. Je me présente donc Olivier de Bardonnès, je suis le directeur de l'activité aide et subventions pour ABJ APSISKI. Et donc moi je suis dans ce métier depuis plus de 20 ans et avec donc une forte couleur européenne depuis les années 2000, avec une forte activité dans ce domaine-là. Et donc on a suivi toute l'évolution des programmes de financement européens. Et donc plutôt que d'avoir une présentation technique, parce que les projets européens c'est vaste, il y a Horizon Europe, il y a le Fonds européen de la défense, il y a plusieurs choses. Et du coup, on n'a pas le temps aujourd'hui de présenter tout ça. Donc, ce que j'ai préféré, c'est vous montrer des exemples de projets qu'on a accompagnés avec succès et qui ont des typologies assez différentes pour que vous puissiez vous projeter peut-être dans ce type d'accompagnement. Et donc là, premier exemple, un projet assez d'envergure qui a été coordonné par une PME en forte croissance, EasyMile, et donc un projet européen collaboratif avec, vous le voyez, 29 partenaires, donc un gros partenariat et un gros budget, gros financement, plus de 20 millions d'euros. Et donc un challenge quand même pour une PME d'arriver à coordonner ce type de projet et à le monter. Donc l'accompagnement ABJ APSISKI, il couvre toutes les étapes de montage, dont la coordination et parfois la recherche de partenaires pour compléter les consortiums, jusqu'à des consortiums qui peuvent être très nombreux. Et même voilà, c'est possible pour une PME d'aller sur des projets complexes européens et de le faire avec succès. Et ça donne vraiment pour l'entreprise une belle visibilité et ça permet de créer un réseau très important au-delà du budget et du grant qu'on peut aller chercher. Donc un premier exemple, voilà, avec une PME sur un projet collaboratif complexe. Deuxième exemple de projet qu'on a pu accompagner, c'est le IC Accelerator qui est donc dédié aux PME. Peut-être que la majorité doivent connaître puisque c'est un programme qui est très connu, puisqu'il permet d'aller chercher à la fois de la subvention et aussi des fonds propres, de l'equity,
auprès de la commission. Et donc là, un exemple d'entreprise, petite PME, start-up, qu'on a accompagné également sur ce dispositif. Donc là, on est sur un programme individuel, mais assez particulier aussi, puisqu'on va aller chercher donc ici près de 2 millions d'euros de subventions pour le projet, donc pour les phases d'innovation, et puis ensuite un financement sous forme d'equity auprès de la commission de 3 millions d'euros pour la société Altarod, qui était un beau succès aussi. J'enchaîne sur un autre typologie de projet, qui va rassembler, donc coordonné cette fois par un grand groupe, et qui est sur un programme Horizon Europe particulier qui s'appelle le KDT. Et donc, au sein d'Horizon Europe, on a des projets collaboratifs, je dirais classiques, sous forme d'appel à projets thématiques, et on a aussi ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, dont le KDT, et qui ont des fonctionnements un peu particuliers, parfois avec des cofinancements européens et nationaux, ce qui est le cas du KDT, donc dans le domaine de la microélectronique. Et donc là, pareil, un programme assez complexe, puisque il y a au sein de ce consortium assez large, beaucoup d'industriels, de PME, mais aussi pas mal de centres de recherche, avec beaucoup de pays représentés et, en l'occurrence, un financement national et européen, donc une complexité dans le montage du fait de ce double financement qu'il faut aller chercher et qu'on a pu accompagner avec succès également. Donc, voilà, j'espère avoir montré trois cas de figure assez différents. Je voulais faire un petit focus sur notre accompagnement en management de projet, parce que donc, obtenir la subvention et gagner un projet, c'est une chose, mais derrière, il faut bien gérer le projet pour qu'il aille au bout, et puis pour que tout le grant envisagé soit réellement perçu jusqu'à la fin du projet et que le projet se passe bien. Donc nous, on accompagne aussi les consortiums dans ces phases-là. Et vous avez ici, et c'est des phases qui sont assez variées. Donc on peut faire le management du projet, c'est-à-dire mettre en place le Grant Agreement et le Consortium Agreement, et vous aider dans la négociation de ces accords. Et puis ensuite, participer à l'animation du projet, mettre en place ce qu'on appelle le Project Management Office, et accompagner la vie du projet dans le reporting, dans le suivi administratif, contractuel, financier et d'activité, et la préparation des rapports périodiques jusqu'aux rapports finaux qui permettent donc d'obtenir les avances successives de la Commission européenne. Et il y a aussi une activité de communication qui est financée dans ces projets européens qu'on peut réaliser, qui est très importante et qui est, je dirais, obligatoire et demandée par la Commission. Il faut publier et montrer que la Commission finance des projets qui donnent des résultats qui sont ensuite utilisés qui ont des retombées, en tout cas socio-économiques, et des impacts pour le citoyen. Donc, on peut mettre en place ces activités de communication tout au long de la vie du projet, et avec notre équipe conseil, on peut également réaliser des études qui sont financées par le grant du projet, comme voilà, des plans de management du risque, des études de marché, ou la préparation à l'exploitation des résultats du projet, des business plans qui sont généralement dus, ou les plans d'exploitation qui sont généralement dus à la fin du projet. Et donc, pour pas mal de ces activités, on s'appuie sur un logiciel qu'on a développé depuis 20 ans, qui s'appelle Project Netboard, qui est un logiciel web qui permet justement de gérer ces projets et de saisir toutes les informations contractuelles du projet, le budget, le plan de travail, et de le suivre tout au long du projet, et de faciliter comme ça les vues du projet, les déviations par rapport au plan, et de faciliter les reportings qu'on doit faire auprès de la Commission européenne ou des différentes agences de financement qu'on a sollicitées. Donc notre outil Project Netboard, il est adapté à une série d'agences de financement, donc Horizon Europe, mais aussi des programmes nationaux comme BPI ou ADEME, ou d'autres agences de financement européennes plus spécifiques, comme l'Agence spatiale ou Météo, etc., qui proposent elles aussi des financements spécifiques. Voilà, et j'ai fini. J'espère qu'on a tenu les 10 minutes. Absolument. Merci Laetitia, merci Olivier, vous avez absolument tenu les 10 minutes. Du coup, il nous reste un peu de temps, hein, comme on l'avait prévu ensemble pour échanger. Alors, il y a deux choses. J'ai vu, Laetitia, vous aviez mis une question dans le chat, ou dans le fil des questions. Ouais.
Est-ce que, donc j'espère que c'était prévu pour que ce soit une question qu'on puisse poser pendant le webinaire ou pas du tout? Si, non, en fait, non, mais j'y ai pensé, mais je pense que c'est une question que se posent souvent les porteurs de projets, et je trouvais que ça pouvait être intéressant, en fait. Très bien, oui, non, alors donc la question c'est effectivement, est-ce que le cabinet peut être un partenaire du projet pour gérer le management, puisque justement vous aviez fini sur votre Project Netboard et sur la complexité, parce qu'il y a quand même une complexité, comme tout projet d'ailleurs, qu'il soit européen ou autre, c'est pas spécifique à l'Europe, si ce n'est qu'il y a plusieurs partenaires, ça c'est peut-être la particularité, et puis la langue et les cultures qui peuvent éventuellement être différées. Mais effectivement, donc, je vous l'invite donc à répondre à la question, est-ce que Apsiski, en l'occurrence, est partenaire de projets européens, et si possible, et lesquels, et selon quelle modalité? Alors, on va dire déjà, dans un premier temps, c'est que le budget lié au management et la communication est éligible dans ce type de projet. Après, ça peut être, effectivement, on peut être partenaire de manière exceptionnelle, mais l'activité d'aide au management, comme la fourniture d'un outil de management et puis le support, ou une activité de communication, c'est plutôt une activité de sous-traitant, puisque voilà, c'est une activité pour laquelle vous pouvez avoir plusieurs devis, plusieurs prestataires que vous pouvez mettre en concurrence, etc. Donc, c'est typique de la sous-traitance. Et nous, en tant que, si on est partenaire, on n'est pas impliqué dans l'exploitation des résultats, on ne partage pas de propriété intellectuelle, etc. Donc, ça n'a pas trop de sens, si vous voulez, de se mettre comme partenaire. Et donc, notre position privilégiée et qui fait sens par rapport aux activités qu'on développe, c'est la position de sous-traitant. D'accord. D'accord, c'est clair. Alors, pendant que vous parliez, on a mis vous l'avez peut-être vu, je pense, on a activé le sondage, donc avec 3 questions. Alors, toutes n'ont pas eu le même volume de réponses, mais la première, en tout cas, est intéressante. C'est avez-vous déjà fait appel à un cabinet de conseil dans le cadre d'un projet européen? Donc, il y a eu 13 votes qui ont été émis, et sur ces 13 votes, il y a quand même une légère majorité, alors c'est peut-être pas forcément représentatif, mais une légère majorité qui dit qu'ils ne font pas appel à un cabinet de conseil. Et alors malheureusement, les votes sont un petit peu plus limités de l'autre côté. C'est avez-vous déjà participé à un projet européen? Alors majoritairement oui, mais il n'y a que 5 votes. Et puis sur la répartition entre partenaires et coordinateurs, il n'y a eu que 2 votes, donc c'est pas vraiment caractéristique. Alors c'est intéressant de voir que finalement la majorité disent ne pas faire appel. Est-ce que c'est le constat que vous faites vous aussi par rapport à votre cabinet? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est un constat que vous faites de votre côté ou pas? Et, je pense que, je ne sais pas comment a été interprétée la question, parce que moi, je pense que dans la majorité des projets gagnants, ils font appel à des consultants pour l'aide au montage. Mais après, peut-être que la réponse était, on a été partenaire, puisque la majorité ont été partenaires. Donc, effectivement, quand on est partenaire, c'est pas, on gère pas la relation avec le consultant, c'est le coordinateur généralement qui fait appel au consultant, qui va, lui, par contre, accompagner tous les partenaires. Et du coup, c'est peut-être comme ça que je l'interpréterai, parce que, à mon sens, une grosse majorité de projets qui sont accompagnés, parce que c'est très compétitif, etc. Et donc, nous, on permet quand même de faire gagner du temps, de coordonner toutes les activités de montage et voilà, de maximiser les chances de succès. Justement, vous mentionnez… Pardon, surtout au niveau européen, quand même, je pense qu'il y a 80-90% des sociétés qui se font accompagner, à part certains grands comptes qui ont internalisé l'expertise. Et c'est d'autant plus vrai sur l'Europe, peut-être un peu moins sur le national parce que c'est moins complexe, mais sur l'Europe, c'est vraiment… moi, de toute ma prospection que je fais, les porteurs des projets sont accompagnés. Et j'imagine que c'est particulièrement vrai des PME, puisque par définition, elles ont des moyens et des ressources limitées. Et quand on connaît la complexité, encore une fois, il ne s'agit pas de donner l'impression que c'est trop de temps et c'est inutile ou trop complexe pour y aller. C'est
l'Europe, c'est incontournable, mais il faut y aller armé. C'est un peu ça, si je comprends un peu l'idée Ouais. et votre constat à vous en tant que cabinet conseil. Bah, je pense que c'est faisable pour une PME. Il faut un bon projet, il faut un bon consortium. La qualité du consortium, c'est essentiel. Donc, c'est vrai qu'il faut, dans ces projets, avoir des centres de recherche qui soient reconnus, si possible, qui soient habitués à répondre à ces projets. Donc, ça permet, la qualité du consortium, vraiment de rassurer les évaluateurs. Et je dirais que c'est quasiment la moitié de la note, elle est là-dessus, quoi. Si vous avez un consortium vraiment avec le COA, le Fraunhofer et puis VTT dedans, et c'est les incontournables, et du coup, voilà, vous avez plus de chances de réussite. De chance. Et après, pour les PME, il y a je pense qu'il faut se faire accompagner. Il y a des aides en plus BPI pour aider à financer le coût du consultant. Donc, tout est fait, en tout cas, pour aider les PME à accéder au programme européen. Et en France, on a la chance vraiment d'être soutenu là-dessus. Je finis juste. Pardon, Olivier, pardon. Je finis juste, il y a une question dans le chat d'un des participants qui nous demande si Apsiski propose des services spécialisés en technique de montage de projets européens tels que la rédaction de propositions en anglais pour les dossiers de candidature. Avez-vous des exemples qui permettent de visualiser la complexité de rédaction de propositions pour les appels à projets européens? Bon, il y a deux questions dans une. La première, c'était... Voilà, je ne sais pas si… ça fait partie du job, hein, effectivement, d'aider à la rédaction de ces projets. Donc, nous, on va prendre en charge 100% de la rédaction de certaines parties, plutôt les parties non techniques, comme les impacts, comme certaines parties de l'implémentation. Et après, on met à contribution les partenaires, le coordinateur, pour les parties plus techniques du plan de travail, et puis de la partie excellence, de description des objectifs, de la méthodologie, etc. Mais oui, on rédige une partie du dossier, et on co-rédige les autres parties. Donc, tout est en anglais dans les programmes européens. Effectivement. Et après, les exemples de complexité de réaction, j'en ai pas là, mais c'est des dossiers qui font entre 45 et 70 pages et qui décrivent un projet de manière une partie assez classique, plan de travail, objectif, budget, impact, et après une partie plus Europe, c'est-à-dire il faut répondre à des directives européennes et montrer comment on va impacter ces politiques européennes, etc. Donc c'est là où nous, on est habitués à ça et on a des méthodologies rédactionnelles qu'on peut mettre en place pour répondre à ces choses-là. Très bien. Merci Olivier. Alors, il y a une autre question dans le fil de questions. Alors, comme on est un petit peu contraint par le temps, ce que je vous propose, c'est peut-être d'y répondre directement dans le fil de questions. C'est monsieur Olivier Péjon qui pose cette question sur les startups. Peut-être le plus simple, c'est que je vous laisse y répondre. Je vous invite du coup à quitter la scène, Laetitia et Olivier. Merci pour votre intervention. Et par la même occasion, je demande donc à Maxime Dooms du cabinet d'Inergie de bien vouloir monter sur scène pour donc nous présenter l'offre de montage en projet européen de son cabinet. Bienvenue Maxime, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. J'imagine que s'il n'y a pas de remarques, c'est que vous me voyez et m'entendez bien. On vous voit et on vous entend. C'est merveilleux. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un petit pas de côté suite à la présentation qu'ont fait Olivier et Laetitia. Je pense qu'on a un petit peu une idée maintenant de quels sont les enjeux des projets européens. Et la question un petit peu provocante, alors effectivement, les taux de succès qu'on observe dans les cabinets sont nettement supérieurs à ce qu'on voit sur les outils en général, hein. C'est-à-dire que effectivement, les taux de succès des projets qui passent par les cabinets sont en général de l'ordre de 50% et plus. Sur les outils, c'est quelques pourcents, donc ça montre vraiment une valeur ajoutée. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est si on demande à des gens quels sont l'intérêt des projets européens, mais que les gens à qui on demande sont des gens qui ont eu des projets financiers ou des gens dont c'est le métier, est-ce que c'est pas un peu biaisé? La réponse est évidemment oui. Si vous me donnez 20 millions d'euros, ça va globalement me mettre de bonne humeur. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est de faire ce pas de côté, sous un axe un petit peu poétique, et de se demander pourquoi s'infliger les projets européens, sachant que le taux d'échec est quand même relativement élevé. C'est-à-dire que quand on dit que le taux de succès est de l'ordre de 50 à 60%, c'est une façon pudique de dire qu'il y a quand même quasiment un projet sur deux qui ne passe pas. Donc, avec notre ami le Petit Prince, on va avoir 3 petites questions
que je vous détaille sur le sommaire ici. Donc, premièrement, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Là-dessus, qu'attend le Petit Prince? Donc, qu'attend la Commission européenne? Et là-dessus, c'est vraiment important de se poser la question, encore une fois, faire ce pas de côté-là. Chaque appel à projet, alors à l'exception des EIC qui sont des appels à projets ouverts, mais globalement, sur tout le programme de travail Horizon Europe et à l'époque Horizon 2020, etc., chaque cahier des charges est vraiment très, très, très précis. Et donc, il faut bien lire, analyser, comprendre le cahier des charges. Donc, rien que cet exercice-là, alors, il faut s'y obliger si on veut avoir une chance de succès. C'est-à-dire que si on fait comme Antoine de Saint-Exupéry et qu'on finit par dessiner une caisse en disant le bon projet est dedans, il n'y a aucune chance que ça passe. Il faut vraiment être très précis, très cadré, très objectif. Mais le simple fait d'analyser ce cahier des charges-là s'oblige, encore une fois, à prendre un petit peu de recul sur notre activité pour voir à quel point c'est en phase ou pas avec les attentes des projets européens. Donc ça, c'est la première chose, c'est les attentes. Deuxième chose, et je reprends une deuxième citation, qu'est-ce que signifie apprivoiser? Donc la réponse, le renard dit: c'est une chose trop oubliée, dit le renard, cela signifie créer des liens. Quel est le lien avec les projets européens? En fait, l'immense majorité des projets européens sont des projets qui sont collaboratifs. Et ça exige de créer ce lien. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement on a besoin de quelqu'un, mais on va le rajouter. L'exigence imposée par le niveau d'attente des projets européens exige une pleine implication et donc ça exige de créer du lien entre les structures, entre les personnes. Et donc on engage les relations sur un plan personnel et donc ça permet de créer des liens qu'on n'aurait pas fait si il n'y avait pas le projet européen. C'est-à-dire que évidemment, 20 millions d'euros, ça met de bonne humeur. 20 millions d'euros, c'est ce qu'on va chercher. Pour autant, même en cas d'échec, il y a vraiment une valeur importante à aller chercher, à créer des liens au sein d'une chaîne de valeur où, pareil, on s'oblige à une excellence. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la chaîne de valeur parce que c'est les copains, parce qu'il manque un pays. Non, on va chercher les partenaires parce qu'ils sont pertinents pour la chaîne de valeur, pour répondre à l'objectif visé dans une démarche d'excellence. Et ça, encore une fois, si on n'a pas le prétexte des projets européens, qu'ils soient financés ou non, c'est une démarche qu'on fait assez peu, voire pas. Donc, le côté apprivoiser, créer du lien, c'est quelque chose que les projets européens permettent et c'est assez heureux. Troisième point, qui est une dernière citation, et puis on va terminer là-dessus. Donc pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette dernière citation? C'est le fait de monter des projets européens, ça permet, donc je le disais, hein, de créer des liens, structurer le projet, avoir des échanges techniques, et ça permet de faire une sorte de veille finalement, de se positionner dans le cadre de roadmaps européennes qui sont en général très long terme, très ambitieuses, qui parfois, disons-le clairement, frôlent avec la science-fiction, mais qui permettent d'avoir vraiment les orientations européennes de façon les grosses tendances de fond. Et donc, voilà, quand on dit pour les hommes qui voyagent, les étoiles sont des guides, on pense que, encore une fois, là, on fait un pas de côté, on se positionne au-delà du financement. C'est-à-dire pourquoi je fais des projets européens au-delà des 20 millions d'euros que je vais aller chercher. Eh bien, ce côté comprendre les tendances de fond du système dans lequel on est, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Olivier parlait tout à l'heure du fait que les cabinets accompagnent la recherche de partenaires. Quand on va chercher un partenaire, c'est une étape qui est vraiment clé et j'appuie vraiment ce que disait Olivier, c'est la qualité d'un consortium, c'est énormissime dans la qualité d'un projet. Et donc, quand on s'oblige à se mettre dans ce cadre européen-là qui est particulièrement exigeant, on s'oblige à chercher les meilleurs partenaires, à bien comprendre les enjeux, etc. Et si je veux faire une dernière métaphore sur le côté sportif cette fois-ci, si vous faites de la course à pied, si vous cherchez à vous aligner pour les Jeux Olympiques, pour aller faire le marathon, vous n'aurez pas la même préparation physique, vous n'aurez pas les mêmes ambitions, vous n'aurez pas les mêmes partenaires que si vous allez courir entre midi et deux à la pause. Ça ne veut pas dire que les deux sont mauvais, mais ça veut dire qu'on se place dans un cadre
où on va chercher l'excellence, et c'est l'excellence qui est au-delà des taux de financement. Encore une fois, 20 millions d'euros financés à 70 ou 100%, oui, ça suscite de l'envie, et oui, quand on l'a, ça met de bonne humeur. Maintenant, un athlète qui s'est préparé au JO, même s'il a fini 5e, il a par définition pas le même écosystème, pas les mêmes chances de réussite sur le marché après que celui qui va courir entre midi et deux. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bon, ça, c'est l'ensemble des activités qu'on propose. Donc, bon, on retrouve finalement des choses assez similaires à nos confrères et néanmoins concurrents. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci beaucoup, Maxime, pour cette intervention fort originale. Et la référence à Antoine de Saint-Exupéry, et je trouve. On est basé à Lyon, on est un peu aventureux, Eh ben voilà. Ça nous parle. Exactement, exactement. Et la métaphore sportive, je vous confirme, moi qui ai été pas marathonien, mais qui ai fait des semi-marathons et qui ai dû arrêter, je vous confirme qu'on ne se prépare pas de la même façon quand on va courir pour préparer une épreuve ou quand on y va de façon plus, on va dire, plus cool. Et effectivement, c'est une course de fond, vous avez raison de le rappeler, et en particulier de rappeler que l'argent, le budget, c'est une chose, mais effectivement, le pourquoi on y va. Alors, et comment ça s'inscrit en stratégie, ça me paraît important, effectivement. Encore une fois, mettons-nous d'accord, je fais ce pas-là de côté pour qu'on n'ait pas 3 fois la même présentation, globalement. Pour autant, est entendu que ce pas-là de côté est permis parce qu'on sait que la première chose qu'on va chercher, c'est maximiser le taux de financement, enfin maximiser le taux de succès et aller chercher les financements. Maintenant, je pense que pour les gens qui sont autour de la table aujourd'hui là, c'est important aussi de souligner que l'accompagnement d'un cabinet ne permet pas que ça. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, merci en tout cas d'avoir aussi tenu le temps de présentation. Et effectivement, il nous reste quelques minutes pour échanger. Alors, je ne sais pas si en attendant les questions spécifiquement sur votre présentation, Maxime, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce que je disais à propos du sondage et des résultats du sondage. D'ailleurs, je pense que vous pouvez les voir aussi en cliquant. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, une réflexion par rapport notamment au fait de faire intervenir un cabinet, alors dans le cadre du montage, on parle bien du montage d'un projet européen, sur comment dire, alors les autres sont peut-être moins parlants parce qu'il y a eu moins de votes, mais globalement, est-ce que c'est aussi le constat que vous faites, vous, à Dinergy, sur le recours au cabinet, je vois que vous êtes également expert référencé par BPI. Quelle est votre expérience, en tout cas, sur le montage de projets européens, en particulier quand il s'agit de PME, voire de start-up, puisque la question a été posée sur le fait d'avoir un pricing aussi différencié pour les start-up. C'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit que l'Europe était un passage obligé. Pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, comme la plupart des cabinets, on propose de l'accompagnement sur le financement et l'innovation au sens large, dont les projets européens, mais dont aussi la fiscalité avec en tête de pont le crédit impôt recherche. Il y a des partenaires avec qui on dit clairement les projets européens, oubliez, vous allez y passer une énergie folle. Les taux de succès sont globalement bas et il n'y a pas un intérêt stratégique majeur pour vous, n'y passez pas d'énergie. J'apporte juste un petit éclairage sur le fait que le fait d'avoir un cabinet qui nous dise ça a en soi une valeur. C'est-à-dire que nous, c'est globalement des choses qu'on fait en avant-vente et que mes commerciaux me tapent dessus parce qu'on apporte du conseil gratuit, mais ça a de la valeur en soi. C'est-à-dire que le fait de ne pas aller se positionner sur un projet européen, c'est déjà un conseil qui peut être intéressant parce que, par contre, aller faire un projet européen comme aller concourir aux Jeux Olympiques, ce n'est en aucun cas quelque chose qu'on peut faire à moitié. C'est-à-dire que si on va faire un projet européen, on le fait complètement. Et le faire complètement, effectivement, souvent, mais pas toujours, ça veut dire mobiliser de la ressource en interne, ça veut dire s'appuyer sur de l'expertise externe. Voilà, encore une fois, Olivier et Laetitia disaient que sur une année, on montait 100, 120 projets. On a des métriques qui sont légèrement en dessous, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Globalement, il faut comprendre qu'un cabinet de conseil, la valeur qu'il a, enfin, une partie de la valeur qu'il a,
c'est qu'il va faire en une année le nombre de montages de projets que ces interlocuteurs auront fait sur une vie dans l'hypothèse la plus optimiste. Un excellent chercheur du CNRS, un excellent directeur de la R&D, d'un grand groupe, d'une entreprise, etc., il va monter entre 0 et 6 projets sur sa vie. C'est ce que font chacun de nos consultants chaque année. Donc, il y a cette expertise, ce savoir-faire, ce retour d'expérience-là. Pour revenir à la question initiale que je n'ai pas oubliée, même si j'ai fait une petite digression, le côté accompagnement spécifique start-up PME, on va avoir, alors sur le pricing, on a un côté décevant, mais je pense comme la plupart de nos confrères, c'est ce qu'aimeraient avoir les startups, c'est d'avoir des offres financières qui soient que au succès, c'est-à-dire où on paye si on est financé. Nous, en tout cas, chez Linergie, et j'espère que c'est le cas chez les confrères présents aujourd'hui aussi, c'est une offre dont on se méfie parce qu'en fait, on est très dépendant des taux de succès, qui sont des éléments qu'on essaie de maximiser, mais sur lesquels on a assez peu la main, finalement. On préfère toujours avoir une partie de fixe et une partie ce qu'on appelle de success fee. Donc, par rapport à cet accompagnement spécifique Startup PME, à l'évidence, on va essayer de réduire la partie de fixe, mais par contre, on va pouvoir faire un travail de qualification des projets en amont qui va être beaucoup plus poussé, parce que quand on dit qu'on fait peu de fixe et beaucoup de variables, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup plus le risque. Donc, on est beaucoup plus dans une posture de partenaire que de sous-traitant. Et donc, ça veut dire qu'on va être sûr que si on partage le risque, on partage aussi les points de départ, les hypothèses, et qu'on est très au clair sur la direction qu'on prend, et qu'on est confiant sur le fait que le projet va réussir. Donc, il y a cette approche-là qui est un petit peu spécifique Startup PME. Et le dernier point, c'est quand on va aller sur des projets européens. Alors, je sors le EIC qui vraiment est focalisé sur les PME startups et où là, bon, c'est vraiment l'outil fait à façon et ça, c'est évidemment fait pour ça. Et vous faisiez référence au fait qu'on était référencé par BPI pour les Diag Europe pour accompagner là-dessus. Hein. Donc, globalement, la BPI prend en charge la moitié du coût de notre prestation. Sur les projets européens, être une PME et être coordinateur de projet, ça se fait. On a accompagné un projet pas plus tard que cette année avec un partenaire du pôle systématique d'ailleurs, sur un projet sur lequel on a de bons espoirs de succès. Mais ça reste quand même assez rare, et donc il faut bien s'assurer de la capacité de la PME à pouvoir coordonner le projet parce que, comme on dit, il faut être préparé au succès aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on se prépare à l'échec en disant, bon voilà, ma roadmap et l'existence de mon entreprise ne dépend pas de projets européens, parce que ça, c'est un pari qui est extrêmement risqué et que, sauf exception, on déconseille. Mais il faut aussi être prêt au succès. C'est-à-dire que si le projet est financé, est-ce que j'ai la capacité à y répondre? Est-ce que j'ai la capacité à pouvoir coordonner ça? Donc, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Pas là en une minute en réponse à une question, mais par contre, avec chacune des PME startups qu'on accompagne, on se pose cette question-là de façon très approfondie. Ouais. Merci beaucoup, Maxime. C'était moi, effectivement, qui était un petit peu pousse au crime, entre guillemets, en disant que c'était un point de passage obligé. Et effectivement, vous avez raison, il faut savoir raison garder et savoir, entre guillemets, dans quoi on met les pieds. Donc, je pense que vous l'avez tout à fait bien précisé. Ouais. Et juste un complément aussi, la chose dont il faut se méfier quand on est startup, c'est un peu la foire au rêve, de se dire, voilà, on est PME, mais ce qu'on veut, c'est embarquer dans un consortium avec un grand qui va être porteur. Alors encore une fois, si les commerciaux de mon entreprise tombent sur cette présentation, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'estime qu'on a un rôle de conseil qui est vrai. C'est que cette promesse-là d'intégrer des petits dans des consortiums ne tient que le jour où on a effectivement un consortium qui est présent et sur lequel le petit est pertinent. Vendre des prestations de veille, de suivi d'appel à projet, ça c'est des choses qui se font et qui sont tout à fait pertinentes. Adosser à ces prestations-là, le fait qu'on va pouvoir intégrer des petits dans des consortiums, ça me paraît extrêmement dangereux parce qu'on va souvent avoir de la frustration, voire de la dégradation de qualité de projet parce qu'on ne veut pas décevoir le petit, donc on va l'inclure dans un projet, alors que parfois la pertinence technique n'est pas là. Donc vraiment, ce qui préside à la constitution d'un consortium, c'est la qualité technique du projet,
la cohérence de la chaîne de valeur et la complémentarité des partenaires. Si dans ce cadre-là, on a besoin d'aller chercher un petit, à l'évidence, on va aller le faire. Mais voilà. Ok. Maxime, je vais vous interrompre là parce qu'il me reste encore un de vos confrères à faire intervenir. Donc, je vous invite du coup à quitter la scène, à descendre de scène, pardon, mais restez connectés surtout. Et puis, je vous remercie pour votre intervention très, très rafraîchissante. Et je vais donc inviter notre last but not least, comme on dit en anglais, intervenant, Valérian Gobet, donc de Zabala Innovation France. Bonjour Valérian, et donc je vous invite du coup à nous parler de votre offre au titre de Zabala. La parole est à vous Valérian. Merci Thierry, merci à mes confrères aussi qui ont participé et présenté leur offre de service et leurs références. Je trouvais particulièrement intéressant aussi la fin de la présentation de Maxime, durant laquelle j'ai partagé pas mal de similarités dans notre offre d'accompagnement et notre positionnement. Donc, je trouve même que cet échange et cette discussion de Maxime pourrait presque faire l'objet d'une table ronde avec plusieurs confrères pour échanger justement sur les similitudes et les partages d'idées qu'on peut avoir en commun. Bon, je vais me concentrer maintenant sur la présentation côté Zabala. Elle va être moins originale que celle de Maxime, ça c'est clair. Mais voilà, je vais essayer de présenter quelques informations qui seront importantes pour les participants aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis Valérian Gobet, directeur Zabala France, et je vous remercie Emmanuel et Thierry pour l'invitation, et je vous laisse passer à la slide suivante. Voilà, côté Zabala, comme la consonance l'indique, alors c'est la slide juste avant. Il y a un problème de format dans les diapositives, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais peu importe. Donc, vous pouvez faire avancer les planches, Valérian. Hein. Vous avez la main. Excusez-moi, oui, vous avez la main. Vous avez la main. Donc voilà, du coup, côté Zabala, donc on est une société à la base espagnole qui a été créée il y a un peu plus de 35 ans. On est dans les projets européens depuis le premier programme cadre. Donc voilà, on a une grande expérience sur ces sujets et on a eu un développement d'activités, on va dire, assez homogène durant les derniers programmes cadres, puisqu'on a étendu nos activités il y a une vingtaine d'années en Belgique, à Bruxelles, de par la proximité avec la Commission européenne et l'implication de Zabala dans pas mal de plateformes européennes autour de sujets comme l'énergie, les batteries et j'en passe. Et depuis 2016, on est arrivé en France, donc à Paris dans un premier temps, en ayant racheté une activité tournée vers les aides et subventions nationales et le crédit impôt recherche pour développer l'expertise Zabala, qui se situe notamment au niveau de la partie européenne sur le territoire français. Et puis depuis 2019, j'ai ouvert le bureau de Bordeaux, où je me situe aujourd'hui. Et donc depuis Bordeaux, aujourd'hui, je coordonne les activités de Zabala France avec mes collègues aussi en Espagne et en Belgique. On a aussi un réseau de partenaires qui est assez important au niveau européen et au niveau mondial, puisque voilà, vous n'êtes pas sans savoir, pour la plupart, que certains appels à projets invitent de manière assez explicite, dans certains cas, la participation d'entités japonaises, sud-africaines ou autres. Et donc, du coup, on s'appuie aussi sur ce réseau-là qu'on peut avoir extérieur à l'Europe dans les projets qu'on vient supporter. Donc voilà, aujourd'hui, on est, dernier recensement, 467 personnes chez Zabala réparties dans les différents bureaux. En France, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, on est assez staffé pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Je m'excuse pour la présentation. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec le format. Ce n'est pas la police qu'on utilise, mais bon, l'information est là. Il y a des petites choses qu'on sautait. Donc, voilà, en fait, côté Zabala, on intervient sur différentes choses, comme nos confrères. Donc, je ne vais pas forcément épiloguer trop longtemps là-dessus, mais on couvre évidemment la partie financement nationaux et régionaux. Tout ce qui est dispositif France 2030 et j'en passe sont vraiment des choses sur lesquelles on se positionne et sur lesquelles on a beaucoup de retours d'expérience positifs avec des projets financés depuis quelques années. La fiscalité de l'innovation, c'est évidemment quelque chose aussi sur lequel on accompagne nos clients depuis notre arrivée en France, puisqu'on a, comme j'ai dit, racheté un portefeuille d'activités en 2016. On accompagne, et c'est l'objet aujourd'hui, évidemment, nos clients sur la partie européenne, sur différentes choses, dans le montage des projets. Je détaillerai un petit peu plus ça ensuite, mais aussi on a développé depuis quelques temps un outil et une offre de service autour de la révision et le support de propositions de projets avec, on va dire, un service sur mesure qui est adapté notamment
principalement dans ce cas de figure-là aux entités publiques, aux universités avec lesquelles on a pas mal de partenariats, puisque dans leur cas, le success fees, qui était un sujet évoqué notamment par Maxime, n'est pas quelque chose qui est acceptable pour des raisons de marché public européen. Donc du coup, on essaie de créer des offres pour le pilier 1 principalement, donc les offres de révision et d'accompagnement de projets ERC, Marie Curie et j'en passe, pour lesquels on a des retours d'expérience qui sont très positifs et des taux de succès qui sont assez élevés aussi sur ces sujets. On adresse aussi, et ça c'est un sujet qui est important à mon sens pour notamment le côté start-up, petite PME je dirais, on adresse le cascade funding parce que voilà, on est partenaire de plusieurs projets dans cette thématique-là. Ce sont des projets européens, de financement en cascade, comme je ne vais pas développer beaucoup plus là-dessus, mais qui sont beaucoup plus faciles d'accès. On parlait justement de la capacité d'une petite structure, aller à l'Europe. Effectivement, je partage l'avis de Maxime que une start-up de 5 personnes coordonner un grand projet européen à 20 millions d'euros, je pense que c'est compliqué pour les raisons évoquées par Maxime juste avant. Mais du coup, voilà, il y a des financements en cascade pour des enveloppes financières, on va dire, grosso modo entre 50 000 et 150 000 euros de financement qui sont accessibles, qui ne sont pas forcément toujours très visibles, notamment du public, mais sur lesquels on accompagne nos clients dans le montage, mais on est aussi partenaire de projet et donc on gère aussi, nous, avec d'autres partenaires, justement la mise en place de ces financements en cascade avec la Commission européenne et les financements qu'ils nous mettent à disposition. On accompagne évidemment aussi dans le management les projets au niveau européen et au niveau national et dans la communication et dissémination de ces activités en étant partenaire de pas mal de projets, comme vous allez le voir sur la slide suivante. Pour me concentrer sur la dernière programmation, on va dire la programmation qui est en cours, donc 2021 à 2027. Donc là, c'est les résultats de la relève, je dirais, de mars 2023. Donc on attend les résultats notamment des projets déposés sur cette période-là autour du mois de juillet, mois d'août. Voilà, sur Horizon Europe, déjà, on a à peu près 200 projets déposés, donc bien plus depuis, avec un taux de succès qui est proche des 40%. À titre d'information, les accompagnements de projets côté Zabala représentent 2,5% du budget total d'Horizon Europe dans le pilier 2. Donc c'est quand même assez significatif, mais même si le pourcentage pris indépendamment ne paraît pas très important, 2,5%, c'est très, très significatif dans le monde du projet européen. Et on ne traite pas que d'Horizon Europe, qui est le grand sujet connu évidemment pour de tout le monde, mais on adresse aussi d'autres programmes, puisqu'on en a aussi plus de 250 déposés sur des Erasmus+, du Innovation Fund, du Clean Hydrogen, et de l'Interreg et j'en passe. Donc du coup, voilà, on essaie d'apporter une vision à 360 degrés à nos clients sur justement la connaissance des programmes européens pour ne pas rester focalisé uniquement, comme ça peut parfois l'être malheureusement, focalisé Horizon Europe ou IAC Accelerator dans certains cas, puisqu'il y a d'autres dispositifs à côté qui peuvent être aussi tout aussi importants et légitimes pour les entreprises qui nous sollicitent pour identifier le bon appel à projet et le bon levier de financement pour leurs activités. Et voilà, de manière très transversale, Zabala est partenaire de 47 projets actuellement, dont 16 Horizon Europe. Et donc les précédents sont des projets principalement Horizon 2020. Et voilà, on accompagne, comme je disais, dans le management, communication, dissémination, parfois même dans l'exploitation des résultats, dans certains projets très spécifiques, où on est même coordinateur de projet. Et donc du coup, voilà, ce sont des activités que l'on peut largement couvrir pour les besoins du partenariat. Petite transition aussi pour montrer un peu la structuration côté Zabala. Il y a vraiment un problème de présentation, désolé pour ça. Voilà, la transition Horizon 2020, Horizon Europe, pour dire la temporalité des grands programmes cadres, nous a permis, de par notamment l'effectif qu'on a sur la partie européenne, puisqu'on est plus de 110 personnes à travailler uniquement sur la partie projet européen, de structurer nos activités en interne en 12 domaines d'expertise, 12 domaines de compétences, je dirais même, qui permettent très concrètement en fait, d'avoir structuré des équipes. Ça ne veut pas dire que les consultants ne vont travailler que sur un secteur à proprement parler, mais il y a des consultants avec 15-20 ans d'expérience dans les projets européens qui sont à la tête de ces domaines d'expertise et qui sont responsables de maîtriser, connaître les programmes de travail, tous les grands programmes de financement R&D et innovation, et voire même investissement, pour maîtriser aussi les directives européennes, les acteurs clés, les big players, comme on les appelle, les grands projets qui ont été financés dans le passé, pour aussi apporter à nos équipes conseils un savoir et une connaissance supplémentaire
et de pouvoir s'appuyer dessus à tout moment durant le montage des projets, puisque ce sont des gens qui vont aussi accompagner nos équipes dans la révision, on va dire, expertise finale, avec un regard neuf sur la proposale et un regard expérimenté, puisque même parfois certains de ces responsables de domaine d'expertise sont aussi, dans certains cas, évaluateurs de la Commission européenne dans certains programmes, certains clusters. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer cette structuration des équipes au sein de Zabala, puisqu'on a la chance d'être assez nombreux pour pouvoir le faire. Je vois le temps passer, donc je vais essayer d'être assez succinct sur cette partie. Encore une fois ici, nous, notre travail, c'est un travail méthodologique. On se matérialise par la proposale, la proposition de projet qui va être déposée sur le portail du participant, le Funding Intenders Portal de la Commission européenne. Mais avant ça, il y a tout un travail très important et essentiel pour nous de compréhension, on va dire, de la dynamique, de la thématique, des projets en cours et à venir du client pour définir une stratégie vis-à-vis de ces financements publics qui sont accessibles et identifier le bon appel à projet, la bonne structure de projet, avant même de signer un contrat en disant, voilà, je dépose sur le topic X ou Y mon projet, sans vraiment creuser sur l'idée du projet, de savoir si elle est mature ou si elle est bien construite. On a ce devoir, côté Zabala, de conseiller, c'est notre métier premier, conseiller nos clients et les personnes qui nous sollicitent sur ça et avoir cette vision aussi objective de la situation et d'être capable de dire non à un projet qui ne nous paraît pas suffisamment mature pour plusieurs raisons. Soit le timing est trop restreint. Je m'y prends par exemple un mois et demi avant une deadline sur un projet collaboratif européen. Nous, typiquement, c'est en tout cas notre positionnement. Hors cas vraiment très particulier, ce sont des projets qu'on n'accompagne pas, puisque le timing, sauf si le projet est très avancé, mais le timing n'est pas suffisamment optimal pour faire un travail de qualité, d'autant plus sur des deadlines du 5 septembre comme en ce moment, avec la périodicité des congés d'Europe du Nord, du sud de l'Europe, et qui sont très hétérogènes. Donc, je parle de cas concrets et cas pratiques. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler en amont sur tout ça et d'avoir un go-no-go, en fait, sur l'accompagnement du projet et d'avancer ensuite avec le client, main dans la main, pour rechercher les partenaires, si besoin évidemment, de s'appuyer sur le réseau qu'on a chez Zabala, de par l'expérience qu'on a dans les projets européens, et d'accompagner dans le montage le dossier sur différentes parties que je vais représenter de manière assez imagée sur la slide suivante. Mais voilà, une fois que le projet est financé aussi, on accompagne dans la contractualisation avec la Commission européenne. On peut même accompagner dans le consortium agreement, puisque c'est un élément indispensable des projets européens qui doit être mis en place avant la signature de l'accord de subvention, et aussi dans la gestion et l'implémentation du projet. Voilà, de manière très, très schématique ici, vraiment, nous, nos 4 grands piliers sont ceux qui sont présentés ici. Premier pilier, c'est l'audit préliminaire et évaluation du projet, de l'idée de projet, sur lequel on dédie du temps, qui n'est pas forcément rémunéré d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et ensuite, on avance sur les prochaines étapes qui sont le montage, qui est un gros volet de travail. Juste à titre d'exemple, on est aussi sur un modèle, comme le disait Maxime et le précisait aussi Laetitia, on est sur un modèle d'honoraires fixes au dépôt de projet et de success fees pour plusieurs raisons. Parce que c'est engageant aussi vis-à-vis du client et aussi des partenaires d'avoir au moins un peu de fixe de fees à payer, mais aussi parce que côté Zabala, sur un montage assez classique projet collaboratif européen, on y dédie en moyenne 50 à 60 jours de travail conseil, ce qui est très significatif et qui, même si on a aussi, nous, une prise de risque parce que les honoraires fixes ne couvrent pas nos coûts et que c'est les success fees qui peuvent le permettre, et bien du coup, on a quand même besoin d'amortir une partie de nos coûts puisqu'on investit beaucoup de temps et c'est une prise de risque importante de notre côté quand on accompagne un projet dans le montage. Et voilà, préparation de la convention de subvention et de l'accord de consortium et assistance dans la gestion. Là, c'est très schématique. Vous aurez les slides à la sortie de ce webinaire qui représente un peu différentes activités, différents piliers sur lesquels on prend la main avec le coordinateur et les core partners des projets pour construire le dossier. On parlait tout à l'heure des différentes sections des projets. Évidemment, l'impact, c'est là où on a une grande valeur ajoutée en tant que cabinet de conseil, selon moi. On a défini aussi une structure d'accompagnement sur ça. On met en place des workshops avec les core partners sur des différents points de l'impact. Et l'excellence, même si ça doit rester côté coordination, côté core partners,
évidemment, on s'insère dans la rédaction et dans la préparation de cette partie-là, puisque il doit y avoir un alignement entre les différentes parties de la proposale, et c'est pas toujours facile de travailler sur les objectifs du projet, sur le beyond, enfin, où est-ce qu'on va au-delà de l'état de l'art ou des choses comme ça, et donc du coup on a des contributions assez fortes aussi sur des parties assez techniques, parce qu'on a pas mal de profils avec des masters ou des PhD scientifiques qu'on essaie de positionner évidemment dans les accompagnements de projets pour apporter une valeur ajoutée sur cette partie-là également. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on structure l'équipe auprès du client avec au moins 2 consultants de manière générale. Ça, c'est vraiment le minimum de notre côté. Et on s'appuie aussi sur les soutiens internes qu'on a, responsable d'équipe, soutien financier, juridique, responsable d'appel à projet qui va travailler aussi avec nos équipes en interne sur ces différents sujets. Voilà, j'essaie d'être assez rapide parce que j'ai vu qu'on n'avait pas énormément de temps. J'espère que c'était assez clair. Voilà, s'il y a quelques questions, je peux y répondre, sinon on pourra y répondre a posteriori de ce webinaire. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup Valérian pour votre présentation. Effectivement, on peut prendre quelques minutes. Hein, je me tourne vers Emmanuel pour reprendre des questions. On peut déborder. On peut déborder un peu, voilà. Donc effectivement, alors j'en profite. J'ai vu qu'il y avait une question de Didier Moret, mais je ne sais pas. Alors j'ai voulu y répondre parce que je ne savais pas à quelle structure il faisait référence. Je ne sais pas si c'est en référence avec votre présentation, Valérian. Sur quelle structure a été rachetée en France? Ah oui. La société s'appelait GBA Associés. GBA Associés, ouais. D'accord. Ils faisaient aussi l'expertise comptable. Enfin, il y avait plusieurs pans d'activité au sein de GBA Associés. Nous, on a racheté la partie au sens large, financement de l'innovation. D'accord, très bien. Ok. Donc c'était bien effectivement une question qui était en lien avec Zabala France en l'occurrence. Alors je regarde en même temps s'il y a des questions. Alors une question de Youssef Rafa. Est-ce que les dépenses d'études et de conseil d'un prestataire de montage de projets européens sont éligibles à des dispositifs de financement subventionnés? Et si oui, pouvez-vous donner des exemples de ces dispositifs? Alors je suppose qu'on peut faire référence là à la BPI, en l'occurrence. Oui, voilà. Parce qu'à ma connaissance, je ne connais pas d'autres mécanismes. Alors, des exemples de ces dispositifs, c'est celui de BPI. Alors, je ne sais pas si on peut rapidement le trouver, peut-être mettre le lien. C'est le DIAC Partenariat International de BPI. Voilà. Maxime a répondu. Merci, Maxime. Et pas de souci si vous avez besoin de quitter, bien entendu, le webinaire. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Maxime. Oui, donc, c'est le DIAC PT, DIAC PTI, DIAC Europe, oui, c'est ça, voilà. Exactement. Et après, dans certaines régions, il y a aussi des dispositifs de soutien à ces activités-là, et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui propose aussi des leviers de financement pour cofinancer les activités de cabinet de conseil. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent se mettre en place assez facilement. Tout à fait, ouais, effectivement. Donc ça, c'est voilà. Ça, en tout cas, ça c'est un point important, c'est qu'en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays de l'Union européenne, en tout cas en France, on est quand même relativement bien doté pour ce genre de choses puisque ce dispositif-là existe. Et après, il y a aussi au niveau public, il y a l'aide ANR MRSEI, qui est aussi un dispositif plutôt tourné vers la recherche publique, les entités publiques, mais qui est aussi un dispositif qui est important dans le soutien des coordinateurs de projets. Pour monter leur réseau scientifique au niveau européen et faire appel à des cabinets de conseil comme Zabala, Apsiski ou d'Inergie. Tout à fait. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, là on n'a peut-être pas le temps de trouver les liens spécifiquement, mais ça se trouve facilement sur le site de BPI France ou de l'ANR. Il n'y a pas de toute cette information-là, elle est aisément disponible. Moi, j'avais une question juste pour entre guillemets conclure un tout petit peu avec votre intervention, Valérian, pardon, et puis conclure aussi le webinaire sur un point qui peut être une caractéristique de Zabala, c'est sur j'ai vu que vous mentionniez le cascade funding. Oui. Alors, il se trouve qu'on a eu un webinaire hier justement sur le cascade funding et sur l'intérêt que présente le cascade funding pour notamment des petites structures, alors petites, c'est pas péjoratif dans mon propos, mais start-up ou PME qui veulent un petit peu avoir une idée de comment fonctionnent les projets européens, même si c'est un volet spécifique. Très rapidement, Valérian, comment ça fonctionne chez vous, chez Zabala? Donc vous êtes en fait,
si je comprends bien, partenaire de projet dans lequel vous êtes gestionnaire du Oui. Cascade Funding, c'est ça? On gère les open calls avec, on définit le cahier des charges des open calls avec les différents partenaires. Hein, c'est pas Zabala uniquement. Et après, on met en place justement comme des appels à projets classiques, je dirais, de la Commission européenne ou sur d'autres dispositifs. On met en place des deadlines, le cahier des charges à disponibilité des postulants, je dirais, pour qu'ils puissent déposer leur projet de Cascade Funding sur une plateforme et qu'ensuite nous on fasse appel à un panel d'évaluateurs extérieurs ou internes au consortium qui évalue les projets, qui les classe et qui octroie un financement pour les meilleurs projets ensuite. Et après, dans la réalité, c'est que une fois que les projets sont retenus pour être financés, il y a aussi les partenaires qui suivent les projets financés. Il y a un accompagnement qui est mis en place pour suivre le projet, s'assurer que le projet avance correctement, que la justification se passe de la meilleure des manières. Donc voilà, c'est le cas le plus classique. Hein. Il y en a beaucoup de Cascade Funding, c'est une réalité. Donc on est partenaire de ces projets-là. On n'accompagne évidemment pas nos clients sur le montage des dossiers dans lesquels on est partenaire, sur les projets où on est partenaire. En revanche, lorsqu'on n'est pas partenaire, on a des expériences d'accompagnement de projets à déposer sur des Cascade Funding X ou Y pour lesquels on n'est pas intervenant, pas partie prenante sur ces sujets. Mais c'est pour moi un bon levier de mettre le pied à l'étrier, on va dire, des financements européens et qui permet aussi de démystifier un peu la complexité des consortiums à 20 entités, 20 millions d'euros de budget ou d'une sélection aussi âpre que peut l'être, par exemple, l'IIC Accelerator avec beaucoup d'appelés et peu d'élus, même si les taux sont un peu plus élevés. Hein, mais voilà, c'est les taux de succès sur Cascade Funding. Je ne pourrais pas vous les sortir parce que ça dépend des Cascade Funding, mais sont plus élevés clairement que sur pas mal d'autres dispositifs. Et obtenir 150 ou 110 000 euros de financement pur, hein, on parle de subvention, pas d'avantage, on peut le voir au niveau français dans pas mal de cas. C'est aussi un sacré boost pour des startups ou petites PME. Oui, tout à fait. C'est le sens du message. Ça tombe bien, c'est le sens du message que j'ai essayé, j'espère, de faire passer hier pendant le webinaire en mettant en avant. D'autant que nous, comme pour Zabala, on est partenaire de projets systématiques dans lesquels il y a du Cascade Funding. J'ai mentionné hier notamment Security, Reach. C'est dans Reach que Zabala est partenaire. Voilà, Adma Transformer, en montrant la diversité de ces open calls, puisque ça peut être effectivement de la subvention pure, comme vous dites, ou de l'accompagnement sous forme de voucher. Enfin, c'est très varié. Il faut vraiment regarder ça au cas par cas parce que c'est très différent. Exactement. Alors, écoutez, je ne vois pas d'autres questions ni dans le chat, ni dans le fil de questions de Livestorm. En revanche, je vais faire un petit peu de publicité si ça ne vous dérange pas pour Systématique. Nous avons au sein de Systématique une alternante qui fait une petite enquête dans le cadre de son mémoire autour justement des projets européens. Donc c'est Lucie en l'occurrence Xiberas qui l'a fait. Donc c'est un lien. Donc elle a mis le lien là dans le chat. C'est un lien vers le EU Survey. Donc il y a un outil de la Commission européenne d'ailleurs qui permet de pouvoir respecter la confidentialité et le RGPD de façon optimale. Donc je vous invite vraiment à y répondre. C'est très très court et ça nous donne des éléments de réponse. Et puis mentionner peut-être en conclusion d'abord, remercier nos intervenants, les trois cabinets, donc Apsiski, ABGI, Dinergy et Zabala, vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu consacrer. Je sais que, Valérian, vous aviez notamment une forte actualité dans votre société avec un séminaire d'équipe. Et donc, merci d'avoir pris le temps d'intervenir. Et puis, de mentionner que, voilà, on travaille main dans la main, nous, Systématique. On a une offre de service qui n'est pas même nature que les cabinets, mais on se veut un petit peu en amont. Et l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, la complexité par nature des projets européens fait que c'est quelquefois nécessaire, voire important, de bien regarder l'intérêt d'être accompagné, même si ça coûte un peu d'argent, mais rien n'est gratuit, et de le faire à bon escient. Je crois que ça a été très bien rappelé par les trois cabinets que voilà, il faut le faire cette démarche en étant bien conscient de ce que ça représente et de ce qu'on veut y faire à l'Europe. Ça fait partie de la stratégie presque de l'entreprise et je pense que c'est un point important, un takeaway, comme on dit, à prendre quand on réfléchit à l'Europe. Voilà, mais merci en tout cas à vous tous.
tous, merci pour votre participation, merci pour votre temps. Et puis, je vous invite à suivre les autres webinaires qui sont organisés encore aujourd'hui et demain. Il y en a encore 2 autres sur l'Europe, notamment sur, un autre sur l'Europe. C'est ça, sur la photonique demain, Photonique Europe. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.